René Guénon, Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues. Troisième partie, les doctrines hindoues. Chapitre 10, le Vaisheshika. Le nom du Vaisheshika est dérivé du mot Vishesha, qui signifie caractère distinctif, entre guillemets, et, par suite, chose individuelle, entre guillemets. Ce darshana est donc constitué par la connaissance des choses individuelles comme telles, envisagées en mode distinctif, dans leur existence contingente. Tandis que Nyaya considère ces choses dans leur rapport avec l'entendement humain, le Vaisheshika les considère plus directement dans ce qu'elles sont en elles-mêmes. On voit immédiatement la différence de ces deux points de vue, mais aussi leur relation, puisque ce que les choses sont dans la connaissance est, au fond, identique à ce qu'elles sont en elles-mêmes. Mais, d'ailleurs, la différence des deux points de vue ne disparaît que quand ils sont dépassés l'un et l'autre, de sorte que leur distinction a toujours lieu d'être maintenue dans les limites du domaine auquel ils s'appliquent proprement. Ce domaine est évidemment celui de la nature manifestée, hors duquel le point de vue individuel lui-même, dont ces deux darshanas représentent des modalités, n'a plus aucun sens possible, mais la manifestation universelle peut être envisagée de deux façons différentes, soit synthétiquement, à partir des principes dont elle procède et qui la déterminent dans tous ses modes, et c'est ce que fait le Sankhya, ainsi que nous le verrons plus loin, soit analytiquement, dans la distinction de ces éléments constitutifs multiples, et c'est ce que fait le Vaisheshika. Ce dernier point de vue peut même se borner à la considération spéciale d'un des modes de la manifestation universelle, tel que celui qui constitue l'ensemble du monde sensible, et, en fait, il est obligé de s'y borner presque exclusivement, car les conditions des autres modes échappent nécessairement aux facultés individuelles de l'être humain. On ne peut y atteindre que par en haut, en quelque sorte, c'est-à-dire par ce qui, dans l'homme, dépasse les limitations et les relativités inhérentes à l'individu. Ceci sort manifestement du point de vue distinctif et analytique que nous avons à caractériser présentement, mais on ne peut comprendre complètement un point de vue spécial qu'à la condition de le dépasser, dès lors que ce point de vue se présente non comme indépendant et ayant toute sa raison d'être en lui-même, mais comme rattaché à certains principes dont il dérive, comme une application à un ordre contingent de quelque chose qui est d'un ordre différent et supérieur. Nous avons vu que ce rattachement au principe, assurant l'unité essentielle de la doctrine dans toutes ses branches, est un caractère commun à tout l'ensemble des connaissances traditionnelles de l'Inde. Il marque la différence profonde qui existe entre le Vaisheshika et le point de vue scientifique tel que l'entendent les Occidentaux, point de vue dont le Vaisheshika est pourtant, dans cet ensemble, ce qu'il y a de moins éloigné. En réalité, le Vaisheshika est notablement plus rapproché du point de vue qui constituait, chez les Grecs, la philosophie physique, entre guillemets, tout en étant analytique. Il l'est moins que la science moderne, et, par là même, il n'est pas soumis à l'étroite spécialisation qui pousse cette dernière à se perdre dans le détail indéfini des faits expérimentaux. Il s'agit ici de quelque chose qui est, au fond, plus rationnel, et même, dans une certaine mesure, plus intellectuel au sens strict du mot, plus rationnel parce que, tout en se tenant dans le domaine individuel, il est dégagé de tout empirisme, plus intellectuel parce qu'il ne perd jamais de vue que l'ordre individuel tout entier est rattaché aux principes universels, desquels il tire toute la réalité dont il est susceptible. Nous avons dit que, par physique, entre guillemets, les anciens entendaient la science de la nature dans toute sa généralité. Ce mot conviendrait donc bien ici, mais il faut tenir compte, d'autre part, de la restriction que son acception a subie chez les modernes, et qui est bien caractéristique du changement de point de vue auquel elle correspond. C'est pourquoi, s'il faut appliquer une désignation occidentale à un point de vue hindou, nous préférons pour le Vaisheshika celle de cosmologie, entre guillemets, et d'ailleurs,
la cosmologie entre guillemets, du Moyen Âge, se présentant nettement comme une application de la métaphysique aux contingences de l'ordre sensible, en est encore plus près que ne l'était la philosophie physique entre guillemets, des Grecs, qui, presque toujours, ne prend ses principes que dans l'ordre contingent, et tout au plus à l'intérieur des limites du point de vue immédiatement supérieur, et encore particulier, auquel se réfère le Sankhya. Malgré cela, l'objet même du Vaisheshika a pu déterminer, chez une partie de ceux qui se sont consacrés spécialement à son étude, une certaine tendance plutôt naturaliste, entre guillemets, mais qui, étant généralement étrangère à l'esprit oriental, n'a jamais pu prendre dans l'Inde le développement qu'elle a eu en Grèce parmi les philosophes physiciens, entre guillemets. Du moins, quelques écoles appartenant aux formes les plus dégénérées du bouddhisme devaient seules la pousser jusqu'aux conséquences où elle aboutissait logiquement, et cela ne leur fut possible que parce qu'elles étaient ouvertement en dehors de l'unité traditionnelle hindoue. Il n'en est pas moins vrai que cette tendance qui s'affirme dans la conception atomiste existait déjà dans l'exposition habituelle du Vaisheshika, puisque l'origine de l'atomisme, malgré ce qu'il a d'hétérodoxe, est rapportée à Kanada, simultanément avec le développement même du Vaisheshika, qui n'en est pourtant pas nécessairement solidaire. Le nom de Kanada semble d'ailleurs contenir une allusion à cette conception, et s'il a été appliqué primitivement à un individu, il n'a pu être qu'un simple surnom. Le fait qu'il s'est seul conservé montre encore le peu d'importance que les hindous accordent aux individualités. En tout cas, dans ce que désigne actuellement ce nom, on peut voir quelque chose qui, en raison de la déviation qui s'y exprime, ressemble plus aux écoles, entre guillemets, de l'Antiquité occidentale que ce que nous trouvons d'analogue à l'égard des autres darshanas. Comme le Nyaya, le Vaisheshika distingue un certain nombre de padarthas, mais, bien entendu, en les déterminant d'un point de vue différent, ces padarthas ne coïncident donc point avec ceux du Nyaya, et ils peuvent même rentrer dans les subdivisions du second de ceux-ci, prameya, ou, ouvrons les guillemets, ce qui est objet de preuve, fermons les guillemets. Le Vaisheshika envisage 6 padarthas, dont le premier est appelé dravya. On traduit ordinairement ce mot par substance, entre guillemets, et on peut le faire en effet à la condition d'entendre ce terme non point au sens métaphysique ou universel, mais exclusivement au sens relatif où il désigne la fonction du sujet logique, et qui est celui qu'il a également dans la conception des catégories d'Aristote. Le second padartha est la qualité, qui est appelée guna, mot que nous retrouverons à propos du sankhya, mais autrement appliqué, ici, les qualités dont il s'agit sont les attributs des êtres manifestés, ce que la scolastique appelle accident, ou pluriel, entre guillemets, en l'envisageant par rapport à la substance ou au sujet qui en est le support, dans l'ordre de la manifestation en mode individuel. Si l'on transposait ces mêmes qualités au-delà de ce mode spécial pour les considérer dans le principe même de leur manifestation, on devrait les regarder comme constitutifs de l'essence, au sens où ce terme désigne un principe corrélatif et complémentaire de la substance, soit dans l'ordre universel, soit même, relativement et par correspondance analogique, dans l'ordre individuel, mais l'essence, même individuelle, où les attributs résident éminemment, entre guillemets, et non formellement, entre guillemets, échappe au point de vue du Vaisheshika, qui est du côté de l'existence entendue dans son sens le plus strict, et c'est pourquoi les attributs ne sont véritablement pour lui que des accidents, entre guillemets. Nous avons volontairement exposé ces dernières conceptions dans un langage qui doit les rendre plus particulièrement compréhensibles à ceux qui sont habitués à la doctrine aristotélicienne et scolastique. Ce langage est d'ailleurs, en l'occurrence, le moins inadéquat de ceux que l'Occident met à notre disposition. La substance, dans les deux sens dont ce mot est susceptible, est la racine de la manifestation, mais elle n'est point manifestée en elle-même, elle ne l'est que dans et par ses attributs, qui sont ses modalités,
et qui, inversement, n'ont d'existence réelle, selon cet ordre contingent de la manifestation, que dans et par la substance. C'est en celle-ci que les qualités subsistent, et c'est par elles que l'action se produit. Le troisième padartha est en effet karma, ou l'action, et l'action, quelle que soit sa différence par rapport à la qualité, rentre avec celle-ci dans la notion générale des attributs, car elle n'est rien d'autre qu'une manière d'être, entre guillemets, de la substance. C'est là ce qu'indique, dans la constitution du langage, l'expression de la qualité et de l'action sous la forme commune des verbes attributifs. L'action est regardée comme consistante essentiellement dans le mouvement, ou plutôt dans le changement, car cette notion beaucoup plus étendue, dans laquelle le mouvement ne constitue qu'une espèce, est celle qui s'applique le plus exactement ici, et même à ce que présente d'analogue la physique grecque. On pourrait dire, par suite, que l'action est pour l'être un mode transitoire et momentané, tandis que la qualité est un mode relativement permanent et stable à quelques degrés. Mais si l'on envisageait l'action dans l'intégralité de ses conséquences temporelles et même intemporelles, cette distinction même s'effacerait, comme on pourrait d'ailleurs le prévoir en remarquant que tous les attributs, quels qu'ils soient, procèdent également d'un même principe, et cela aussi bien sous le rapport de la substance que celui de l'essence. Nous pourrons être plus brefs sur les trois padarthas qui viennent ensuite, et qui représentent en somme des catégories de rapports, c'est-à-dire encore certains attributs des substances individuelles et des principes relatifs qui sont les conditions déterminantes immédiates de leur manifestation. Le quatrième padartha est samanya, c'est-à-dire la communauté de qualité, qui, dans les degrés divers dont elle est susceptible, constitue la superposition des genres. Le cinquième est la particularité ou la différence, appelée plus spécialement vishesha, et qui est ce qui appartient en propre à une substance déterminée, ce par quoi elle se différencie de toutes les autres. Enfin, le sixième est samavaya, l'agrégation, c'est-à-dire la relation intime d'inhérence qui unit la substance et ses attributs, et qui est d'ailleurs elle-même un attribut de cette substance. L'ensemble de ces 6 padarthas, comprenant ainsi les substances et tous leurs attributs, constitue bhava, ou l'existence, en opposition corrélative est abhava, ou la non-existence, dont on fait quelquefois un 7e padartha, mais dont la conception est purement négative. C'est proprement la privation, entre guillemets, entendue au sens aristotélicien. Pour ce qui est des subdivisions de ces catégories, nous n'insisterons que sur celle de la première. Ce sont les modalités et les conditions générales des substances individuelles. On trouve ici, en premier lieu, les 5 bhutas, ou éléments constitutifs des choses corporelles, énumérés à partir de celui qui correspond au dernier degré de ce mode de manifestation, c'est-à-dire suivant le sens qui correspond proprement au point de vue analytique du Vaisheshika. Prithvi, ou la terre, Ap, ou l'eau, Tejas, ou le feu, Vayu, ou l'air, Akasha, ou l'éther, le Sankhya, au contraire, considère ces éléments dans l'ordre inverse, qui est celui de leur production ou de leur dérivation. Les 5 éléments se manifestent respectivement par les 5 qualités sensibles qui leur correspondent et leur sont inhérentes, et qui appartiennent aux subdivisions de la seconde catégorie. Ils sont des déterminations substantielles, constitutives de tout ce qui appartient au monde sensible. On se tromperait donc grandement en les regardant comme plus ou moins analogues au corps simple, entre guillemets, d'ailleurs hypothétique, de la chimie moderne, et même en les assimilant à des états physiques, entre guillemets, suivant une interprétation assez commune, mais insuffisante, des conceptions cosmologiques des Grecs. Après les éléments, la catégorie de Dravya comprend Kala, le temps, et Dish, l'espace. Ce sont des conditions fondamentales de l'existence corporelle, et nous ajouterons, sans pouvoir nous y arrêter, qu'elles représentent respectivement dans ce mode spécial que constitue le monde sensible, l'activité des 2 principes qui,
dans l'ordre de la manifestation universelle, sont désignés comme Shiva et Vishnu. Ces 7 subdivisions se réfèrent exclusivement à l'existence corporelle, mais si l'on envisage intégralement un être individuel tel que l'être humain, il comprend, outre sa modalité corporelle, des éléments constitutifs d'un autre ordre, et ces éléments sont représentés ici par les 2 dernières subdivisions de la même catégorie, Atma et Manas. Le Manas, ou, pour traduire ce mot par un mot de racine identique, le mental, entre guillemets, est l'ensemble des facultés psychiques d'ordre individuel, c'est-à-dire de celles qui appartiennent à l'individu comme telles, et parmi lesquelles, dans l'homme, la raison est l'élément caractéristique. Quant à Atma, qu'on rendrait formal par âme, entre guillemets, c'est proprement le principe transcendant auquel se rattache l'individualité et qui lui est supérieur, principe auquel doit être ici rapporté l'intellect pur, et qui se distingue du manas, ou plutôt de l'ensemble composé du manas et de l'organisme corporel, comme la personnalité, au sens métaphysique, se distingue de l'individualité. C'est dans la théorie des éléments corporels qu'apparaît spécialement la conception atomiste. Un atome, ou anu